Je me présente, mon nom c'est Saïd Fessiferi. Heureux de vous avoir parmi nous dans cette session COVID 2019 où nous allons parler de la gouvernance, de l'information et de la technologie de l'entreprise. Alors, la présentation va se dérouler toujours un peu sous le même format qu'on a eu l'habitude de faire auparavant. Donc, une présentation très rapide du groupement, donc Synergy Innovation Group. Ensuite, une présentation donc, de l'animateur. Et puis, par la suite, on va parler de l'aspect suivant qui est, je dirais, COVID 2019. On va essayer de voir un peu tous les éléments qui relatent COVID 2019 et les nouveautés par rapport à la version précédente qui est COVID-5. Donc la présentation du groupement, très rapidement, comme on a eu l'habitude de le faire. Donc la création elle a été faite en 2015. Synergy Innovation Group est constitué de deux entreprises, A2F Consulting et Alice Killians. Donc nous sommes partenaires avec un certain ensemble d'organismes, et en l'occurrence PECB pour tout ce qui est certification donc sur la sécurité, sur la continuité d'activité, le risk management et ainsi de suite. Et puis l'ISACA, qui est l'organisme en question, qui publie plus ou moins donc COBIT dans toutes ses versions et ainsi de suite. D'ailleurs, qui a changé de logo par rapport aux versions précédentes et ainsi de suite. Donc il y a eu un changement à ce niveau-là. Et puis nous sommes partenaires aussi de PeopleCert, EC Council, BCI, PMI et ainsi de suite. Donc Project Management Institute. Donc ça, très rapidement, c'est le groupement, comme j'ai dit, qui est un peu un regroupement des efforts, donc des connaissances des deux structures qui sont A2F Consulting et Ellis Killians. Alors, nos domaines d'activité, donc je pense qu'on en a déjà discuté. Nos domaines d'activité principalement, ce sont les domaines d'activité qui sont relatifs à la gouvernance SI, dont nous allons parler aujourd'hui, l'audit et le conseil, la sécurité et la continuité d'activité, et puis bien sûr tout ce qui est ce qu'on appelle aspect relatif séminaire, formation. Et en l'occurrence aujourd'hui, donc nous allons parler de COVID 2019, donc il y a un référentiel de gouvernance et ainsi de suite, et pour lequel nous présentons aussi où nous avons un planning de formation et de certification aussi. Donc ça, c'est ce que je pourrais dire à ce niveau-là. Alors, maintenant, ça, c'est nos domaines d'activité donc, par lesquels nous sommes connus, que ce soit dans le cadre du conseil, que ce soit dans le cadre de la formation. Alors, maintenant, la présentation de moi-même et de ce que j'ai eu déjà l'habitude de faire pour ceux qui ont déjà participé à des webinaires. Donc, j'ai 20 ans d'expérience, expert en gouvernance, cybersécurité et management SI, certifié autour d'un certain ensemble de référentiels, en l'occurrence COVID 5 et COBIT 2019. Donc, j'ai eu à connaître aussi COBIT dans sa version 4.0 et 4.1. Donc, ça, c'est juste un peu par rapport à ma connaissance de COBIT, que j'ai connu depuis un certain temps. Donc j'ai été auparavant directeur des services au niveau de British Telecom Global Services. Et puis au niveau de l'Afrique du Nord, et puis par la suite, bon, j'ai créé ma boîte qui est A2F Consulting, dans laquelle j'interviens dans ces domaines, comme je vous ai dit toujours, cybersécurité, gouvernance et management ici. Alors, maintenant par rapport, je dirais, à la thématique d'aujourd'hui, qui est COBIT 2019, que nous allons attaquer pour le moment. Alors cet aspect, ou les aspects que nous allons traiter à ce niveau-là, bon, on va parler d'une introduction. Donc cette introduction, bon, on va essayer de relater tout au long de cette présentation, je vais essayer parfois de faire un peu le comparatif par rapport à la version 5. Et donc cette nouvelle version, qu'est-ce qu'elle apporte de plus par rapport à cette version 5 pour ceux qui le connaissent déjà. Et ça, c'est ce qu'on va essayer de voir. Donc on va parler des principes de COVID, donc, qui ont changé un petit peu. Donc dans la version précédente, on se retrouvait avec 5 principes tout court. Là, on se retrouve avec, je dirais, 9 principes. Donc ça, on va y revenir après. Donc 2 catégories de principes. Donc ça, on en parlera. On va parler des systèmes de ce qu'on appelle, je dirais, ce qu'on appelle un système et composant de la gouvernance. Quels sont les éléments qui composent cet élément-là?
Alors là, ça remplace, si on veut dire, la partie dont on parlait, c'est ce qu'on appelle les enablers ou ce qu'on appelle les facilitateurs qu'on avait dans la version précédente. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait dire ici. Et puis, bien sûr, on va parler aussi de l'aspect suivant qui est relatif à l'aspect conception d'un système de gouvernance qui est sur mesure. Donc ça aussi, on va en parler. Et puis, on parlera de l'implémentation de la gouvernance au niveau de l'entreprise. Ça aussi, on va en parler. Ça reprend un peu les choses qu'on avait au niveau de la version 5. Et puis, on va parler de la certification, donc les différentes certifications existantes au niveau de cette nouvelle version. Et on va parler aussi de ce qu'on appelle de l'examen de certification Foundation. Et puis, pour ceux qui sont déjà certifiés COVID-5, comment ils pourraient repasser ou passer l'examen de cette nouvelle version. Donc ça, j'en parlerai vers la fin. Alors, l'introduction dont on va parler, ce dont il faudrait savoir, ce dont il faudrait reconnaître un peu les choses, c'est que déjà, il y a eu ce qu'on appelle un changement au niveau de l'aspect GATE, qu'on appelait auparavant GATE, ce qu'on appelait donc Governance of Enterprise IT. Donc ça, c'est ce qu'on avait auparavant. Donc là, on ne parle plus de IT, mais on parle d'Information and Technology. C'est ce qu'on appelle en français gouvernance de l'information et de la technologie de l'entreprise. Donc ça, c'est-à-dire on a fait une séparation entre l'information et la technologie. Et pour ceux qui avaient déjà fait avec moi ITIL, donc lorsqu'on avait parlé des 4 dimensions de la gestion des services, on avait déjà vu qu'il y avait ce qu'on appelle une dimension qu'on appelait l'information et technologie. Donc là, on essaie un peu, on ne parle pas que de l'IT, mais on parle de l'information comme élément important à gérer et de comment la technologie, elle va nous permettre de gérer cette information et ainsi de suite. Alors, ce qu'il faudrait comprendre à ce niveau-là, c'est l'aspect suivant. Donc, c'est d'abord répondre, je dirais, ce qu'on appelle à la gouvernance de l'information et de la technologie de l'entreprise. Comment cela pourrait être possible? Cela pourrait être possible à travers, je dirais, ce qu'on appelle un alignement à, je dirais, aux besoins métiers de l'organisation. Donc, c'est ce qu'on appelle Business and IT Alignment. Et cet alignement par rapport, je dirais, aux besoins métiers, c'est ce qui va nous permettre cette notion de création de valeur. Et la notion de création de valeur, on en avait déjà parlé dans la version, ou plutôt dans ITIL 4, on avait déjà discuté de cet aspect-là, on l'avait expliqué. Et là, on revient toujours sur cet aspect de création de valeur parce que c'est ce qu'on recherche tout le temps. C'est toujours une certaine création de valeur à travers la gouvernance de l'information et de la technologie de l'entreprise. Donc ça, c'est ce que nous allons essayer de voir. Et il faudrait comprendre que le rôle de la gouvernance, lorsqu'on en parle, c'est principalement pour assurer un équilibre qui est très important. C'est ce qu'on appelle, je dirais, l'équilibre entre la performance et la conformité. Ça, c'est très important. Une entreprise ne peut pas faire de la bonne gouvernance, je dirais, si elle n'est pas capable d'abord d'être performante, mais en même temps, on ne cherche pas seulement à être performant, mais on cherche aussi à se conformer par rapport à tout ce qui est légal, par rapport à tout ce qui est réglementaire, par rapport à tout ce qui est aussi contractuel ou nos engagements contractuels. Donc ça, il est très important d'assurer cet équilibre et c'est ça le rôle de la gouvernance au niveau d'une organisation, c'est de pouvoir assurer cet équilibre. Donc ça, c'est la chose dont je parle. Et donc cette création de valeur, elle va être possible grâce à 3 aspects dont on parlait dans la version précédente et qui sont repris dans cette nouvelle version aussi. Donc rien de nouveau à ce niveau-là. Donc pour créer de la valeur, donc on a besoin de réaliser des bénéfices. Il faut que chaque partie puisse tirer des bénéfices. Et lorsqu'on parle des bénéfices, ce n'est pas que financier, mais il faut qu'on tire profit de l'utilisation ou de cette gouvernance de l'information et de la technologie en termes peut-être de performance, en termes d'image de marque et ainsi de suite. Donc, il faut qu'on arrive à réaliser des bénéfices. C'est-à-dire chaque partie prenante, et on va parler des parties prenantes ou des parties intéressées ou ce qu'on appelle aussi les stakeholders, on va parler de cet aspect-là, c'est qu'on doit d'une certaine manière être capable, à travers cette gouvernance, de réaliser des bénéfices, d'optimiser les risques. Et là, on va parler de tout ce qui est risk management et ainsi de suite.
et principalement de tout ce qui est ERM, ce qu'on appelle Enterprise Risk Management, et puis de l'optimisation aussi des ressources, que ce soit des ressources humaines, que ce soit donc l'optimisation de notre infrastructure, que ce soit donc l'optimisation donc des ressources financières et ainsi de suite. Donc on a besoin, je dirais, d'avoir cet équilibre qui nous permettrait de tirer profit de la gouvernance au niveau d'une organisation. Donc ça, c'est ce que je pourrais dire ici. Alors, j'en ai déjà parlé, j'ai dit que les parties intéressées, il y en a plusieurs. Donc, il y en a celles qui sont internes et puis il y a les parties intéressées externes. Donc, c'est ce qu'on appelle internal stakeholders and external stakeholders. Vous allez voir que pour les parties prenantes ou les parties intéressées internes, ben, vous allez trouver les différents conseils, les boards, l'executive management. Vous allez retrouver ce qu'on appelle les business managers. Vous allez trouver les IT managers aussi, les fournisseurs d'assurance, la gestion des risques. Donc, tout ça, c'est des parties prenantes internes. Alors, les parties intéressées externes, bah, vous allez retrouver les régulateurs, donc tout ce qui est réglementation, les partenaires métiers, et puis vous allez retrouver aussi ce qu'on appelle les IT vendors ou ce qu'on appelle les fournisseurs IT et ainsi de suite. Donc ça, chaque partie prenante bah, est là des attentes en termes de réalisation des bénéfices, en termes d'optimisation des risques et en termes d'optimisation des ressources. Donc, on a besoin de gérer ces aspects-là et pour le rappeler, comme je l'avais dit auparavant, l'un des intérêts majeurs de la gouvernance, c'est d'assurer cet équilibre entre la performance et la conformité. La conformité, comme je disais tout à l'heure, par rapport à tout ce qui est légal, réglementaire et contractuel. Donc ça, c'est ce que je pourrais dire à ce niveau-là. Alors, maintenant, les principes de COBIT. Alors, comme je le disais tout à l'heure, bon, je disais que dans la version précédente, on ne parlait que de 5 principes. Dans la version précédente, on parlait de 5 principes, de 7 facilitateurs. Donc là, dans cette nouvelle version, on a divisé les principes en deux parties. C'est-à-dire, on a fait la distinction entre ce que c'est un système de gouvernance et entre ce qu'on appelle un framework de gouvernance ou une structure de gouvernance. Donc ça, on a fait la différence entre ces deux aspects et le premier sert le deuxième. Donc, ou si on veut dire, le framework de gouvernance, il fait partie du système de gouvernance et ainsi de suite. Donc, un système de gouvernance, bon, c'est les premiers principes dont on parlait dans la version précédente, qui étaient au nombre de 5. Donc, le premier, c'est fournir, je dirais, de la valeur aux différentes parties intéressées. Et c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est la création de valeur. Tout ce que nous allons voir au niveau de ce framework COBIT, qui est d'ailleurs gratuit, que vous pouvez télécharger sur le site de l'ISACA, donc c'est de fournir de la valeur aux différentes parties intéressées. Il faut avoir une approche globale, et c'est ce que nous allons voir à travers les différents composants du système de gouvernance. Donc ça, on va y revenir par la suite. Et ça, c'est ce qu'on appelait auparavant, ce qu'on appelle les facilitateurs. Donc là, ça a changé d'appellation. Donc ça, je vais y revenir. Donc il faut avoir un système de gouvernance qui est dynamique et qui est capable de bouger et d'évoluer avec l'évolution des référentiels et ainsi de suite. Juste à titre d'exemple, dans cette version de COVID 2019, à titre d'exemple, on s'appuyait sur la version 3 d'ITIL. Maintenant, ITIL, il est à la version 4. Donc, ce qui fait que ce référentiel, il doit être capable de bouger et d'intégrer les différentes nouveautés. D'accord. La gouvernance, la distinction entre la gouvernance et le management, et ça, on va y revenir par la suite. On va voir comment ces choses-là, elles sont séparées. Ça, je vais y revenir. Disposer donc ou avoir ce qu'on appelle un système de gouvernance qui est taillé ou je dirais qui plus ou moins donc qui est destiné à l'entreprise et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait dire. Et puis disposer, je dirais, d'un système de gouvernance qui nous permet de couvrir l'entreprise de bout en bout. C'est-à-dire ce système de gouvernance que nous sommes en train de mettre en place à travers ce framework COBIT, il n'intègre pas que l'IT. COBIT n'est pas un référentiel comme ITIL ou autre. COBIT, il est beaucoup plus global. Donc, il est là pour nous aider à faire de la gouvernance, de l'information et de la technologie de l'entreprise.
Donc, c'est un système qui est beaucoup plus global et c'est pour ça qu'il nous permet de couvrir l'entreprise de bout en bout. Et c'est pour ça, lorsqu'on a parlé des parties intéressées, on n'a pas parlé que de l'IT, mais on a parlé des différents conseils qu'on a. On a parlé du risk management, on a parlé aussi de l'assurance, on a parlé des régulateurs et ainsi de suite comme partie intéressée. Et puis, les trois principes qui concernent le framework de gouvernance, bah, comme on dit, ça doit être basé sur un modèle conceptuel, ça doit être ouvert et flexible, donc à toute évolution. Et puis, ce framework de gouvernance aussi, bah, il doit être aligné aux principaux standards, c'est-à-dire ITIL, IT for IT par exemple, ISO 27001, donc TOGAF pour tout ce qui est architecture d'entreprise, ISO 31000 pour le risk management, et j'en passe. Donc, ça veut dire que c'est MEMAI et ainsi de suite. Donc, ça, c'est un peu, je dirais, donc ce framework de gouvernance, bah, il doit être d'une certaine manière aligné aux principaux standards qui existent, comme je viens de le citer. Alors, maintenant, les différentes publications qu'on a au niveau de cette nouvelle version. Alors, vous avez d'une certaine manière, bon, l'ouvrage de gauche, que vous pouvez voir à gauche, c'est le framework en lui-même. Donc ça, c'est là où nous avons les grandes lignes sur le framework et ça, c'est gratuit. Maintenant, pour les autres, c'est payant, sauf si vous êtes membre ISACA. Donc, deuxième ouvrage, c'est la gouvernance, je dirais, ou ce qu'on appelle les objectifs de gouvernance et de management. Ça, je vais y revenir juste après. Ça, c'est ce qu'on appelait auparavant les processus. Là, on parle maintenant d'objectifs de gouvernance ou de management. Donc ça, j'y reviendrai après. On parle aussi donc de la conception de l'information, de solutions d'information et de gouvernance de l'information et des technologies. Donc là, c'est la partie conceptuelle. Il y a aussi la partie implémentation que vous pouvez voir ici. Donc ça, c'est le guide de mise en œuvre qu'on avait dans la version précédente qui a été maintenant adapté, je dirais, à cette nouvelle version. Et puis, il y a eu, je dirais, comme ça a été le cas toujours, c'est comment implémenter le framework, je dirais, NIST, côté cybersécurité. Le NIST, c'est le National Institute of Standards and Technology, qui est un standard ou un framework américain. D'accord? Pour tout ce qui est cybersécurité, ben, comment pourrait-on l'appliquer en s'appuyant sur, je dirais, COVID 2019? Donc ça, c'est un peu les différents ouvrages que vous avez à ce niveau-là. Maintenant, la vue d'ensemble qu'on pourrait avoir sur COVID, ben, elle est la suivante. Il faut savoir que les inputs, je dirais, de COVID, ben, ils sont les éléments suivants. Donc, ce schéma que vous voyez ici, c'est un schéma qui résume un peu toute cette nouvelle version de COVID qu'on a à ce niveau-là et des choses que nous allons voir donc dans les slides qui suivent. Ce qu'il faudrait comprendre, c'est que d'abord les inputs, c'est COVID-5, c'est-à-dire, comme on dit et comme on l'avait vu même dans l'un des principes directeurs, dit-il, si vous vous rappelez, c'est start from where you are. C'est toujours le même principe dans les référentiels ou dans les normes et ainsi de suite. C'est toujours se baser sur ce qu'on faisait auparavant et essayer de construire sur cette base-là pour définir de nouvelles choses et pour améliorer des choses. Donc, l'un des aspects sur lesquels on s'est basé énormément, c'est COVID-5, et ça, d'ailleurs, vous allez le voir par la suite. Donc, on se base aussi sur les différents standards, frameworks existants sur le marché, comme je disais tout à l'heure, IT for IT, on parle d'ITIL, on parle de TOGAF, on parle de SFIA, on parle de NIST et ainsi de suite. Et j'en passe, 27001, donc 27005, 27002 et ainsi de suite. D'accord? Donc ces aspects qui constituent des inputs, c'est ce qui nous a permis de définir les différents objectifs de gouvernance et de management, c'est-à-dire ce qu'on appelait auparavant les processus. Là, on est en train de parler d'objectifs de gouvernance et de management. Et d'ailleurs, si vous vous rappelez, l'un des principes majeurs qu'on a dans nos systèmes de gouvernance, c'est la séparation entre la gouvernance et le management. Donc, vous voyez qu'ici, on parle d'objectifs de gouvernance et d'objectifs de management. Donc, il y a une séparation entre ces éléments. Et d'ailleurs, ces objectifs, on va voir qu'on a d'une certaine manière 5 objectifs de gouvernance et 35 objectifs
de management. Avant, au total, on en avait 37 dans la version précédente. Là, on parle de 40. Donc, il y a eu 3 de plus. Ça, je vais y revenir juste après. Donc, ça, c'est ce qui constitue les différents objectifs de gouvernance et de management. Et on va voir comment on pourrait y arriver par rapport à cela. Et d'ailleurs, ces éléments, ils sont décrits de façon sommaire dans le framework COVID dont je vous ai parlé. Et puis, vous avez de l'autre côté ce qu'on appelle le détail au niveau de chaque objectif de gouvernance ou de management, le détail de chacun d'entre eux dans cet ouvrage qu'on appelle Governance and Management Objectives. Donc là, c'est un document qui détaille chaque objectif de gouvernance et chaque objectif de management. On rentre dans le détail entre les flux de valeur et informations ou les workflows. On parle aussi des structures organisationnelles, on parle des activités, des pratiques et des activités des différents objectifs et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce dont on parle à ce niveau-là. Et puis, bien sûr, il faut comprendre que d'une certaine manière, ces aspects qui sont définis là, ils sont définis sous forme d'un modèle. Ce modèle-là, il est influencé par un certain ensemble de facteurs et un certain ensemble d'éléments. Et c'est ce qui va nous permettre de tailler, si on veut dire, notre système de gouvernance à notre structure, selon soit sa taille, ou les aspects sur lesquels on voudrait se focaliser, ça je vais y revenir par la suite. SMI, par exemple, c'est tout ce qui est PME, petites et moyennes entreprises, donc ça diffère. Par exemple, lorsqu'on va rédiger une politique pour une petite ou une moyenne entreprise, c'est pas pour, je dirais, donc une entreprise de grande taille, c'est pas la même chose. Le volet sécurité, donc c'est un volet donc qui rentre à ce niveau-là. Donc il y a le risque aussi, qui est donc un des aspects sur lesquels donc on pourrait se baser. Vous avez aussi les facteurs de conception, et ça, on va y revenir par la suite. Et ces facteurs de conception, vous avez la stratégie de l'entreprise, vous avez donc les objectifs d'entreprise, vous avez la taille de l'entreprise, le rôle de l'IT, le modèle de sourcing IT. Donc, est-ce qu'on va faire du insourcing ou de l'outsourcing ou du cloud ou de modèle hybride? Les aspects relatifs à tout ce qui est conformité, aux exigences de conformité. Donc, il y a des structures qui sont beaucoup plus, je dirais, regardantes en termes de conformité parce qu'ils sont dans un secteur où ils doivent être forcément très conformes par rapport à un certain ensemble de choses que d'autres structures qui le sont le moins. Donc, tout ça, c'est des éléments qui vont influencer la manière avec laquelle nous allons adopter les différents objectifs de gouvernance et de management afin de définir un système de gouvernance dont les priorités vont changer selon ces différents critères que vous voyez ici, et puis les objectifs, les cibles et ainsi de suite. Donc tout ça va être influencé à ce niveau-là. Et comme vous le voyez ici, vous avez ici donc le design guide qui va nous montrer ces aspects de conception dans le détail, comment il faudrait les entamer. Et puis l'implémentation, et on va voir les 7 étapes d'implémentation qui n'ont pas changé par rapport à la version précédente. Donc, on est resté sur la même démarche. Donc, ça, c'est ce que je pourrais dire à ce niveau-là. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'on a ici dans les objectifs de gouvernance et de management. Comme je disais tout à l'heure, on a 40 maintenant objectifs de gouvernance et de management. Auparavant, on avait 37. Il y a eu 3 objectifs de plus. Donc ça, on les appelait auparavant processus. Là, d'une certaine manière, on les appelle objectifs. Donc, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on répond à des objectifs. Et ça, je vais revenir par la suite lorsqu'on nous allons parler de la cascade des objectifs. Donc, les mêmes principes ont été gardés. Il y a eu 3 donc, objectifs qui ont été rajoutés. Le premier, c'est ici, c'est données gérées ou ce qu'on appelle managed data, managed projects. On n'en parlait pas dans la version précédente parce qu'on l'intégrait dans la partie Managed Programs et on a intégré aussi Managed Assurance. Donc ça, c'est les 3 objectifs qui ont été rajoutés par rapport à la version précédente. Sinon, pour les autres, on les a gardés tels qu'ils étaient auparavant. Il n'y a pas eu de changement à ce niveau-là.
Donc, comme vous pouvez le voir ici, nous avons 5 objectifs de gouvernance et maintenant, nous avons 35 objectifs de management. Et ça respecte le principe dont on avait parlé tout à l'heure, qui est celui de séparer la gouvernance du management. Donc, ça, c'est ce qu'on pourrait dire à ce niveau-là. Maintenant, par rapport aussi, ça c'est ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle le système de gouvernance et les composants du système de gouvernance. Ça, c'est ce qu'on appelait auparavant les facilitateurs. Donc là, maintenant, on ne parle plus de facilitateurs, mais on parle de ce qu'on appelle système, composants du système de gouvernance. Et vous allez voir que ça n'a pas changé. Si vous avez déjà vu la version précédente, les facilitateurs, ils étaient au nombre de 7. Là, toujours, ils sont au nombre de 7. On parle des processus, on parle des structures organisationnelles, on parle des principes, des politiques et des référentiels ou des procédures, on parle de l'information, on parle de la culture de l'éthique et du comportement, on parle des personnes, des aptitudes et des compétences, on parle des services, infrastructures et applications. Et si vous voyez d'une certaine manière ces éléments-là, vous allez voir que l'approche, et c'est une approche qui est globale. Lorsqu'on parle de la gouvernance, d'ailleurs, cet aspect de digitalisation ou de transformation digitale et ainsi de suite, c'est un sujet qui est traité de façon très importante au niveau de Covid 2019 parce que toutes les structures maintenant, tout le monde parle de la transformation digitale, mais malheureusement, lorsqu'on parle de cet aspect-là, et ça, j'en ai déjà parlé au niveau d'ITIL 4 et j'en parle encore une fois au niveau de Covid 2019, c'est que malheureusement, souvent les structures se focalisent sur l'aspect services, infrastructures et applications et négligent les autres aspects que vous êtes en train de voir ici. Ben, tous ces éléments doivent être pris en considération, bien sûr, selon les facteurs de conception dont on a parlé tout à l'heure, selon, je dirais, les domaines sur lesquels on va se focaliser, mais certainement, donc certains composants, ben, ils vont être plus présents que d'autres, mais c'est des aspects qu'on doit prendre en considération afin que l'approche soit une approche globale. D'accord? Et ça, c'est quelque chose dont on avait parlé aussi, même au niveau des 4 dimensions de la gestion des services, au niveau d'ITIL 4, ben on en parle aussi à ce niveau-là. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait dire ici. Alors, maintenant, les domaines d'intervention ou les focus area dont on avait parlé tout à l'heure, ben c'est un peu les domaines qui décrivent un certain nombre de sujets ou problèmes de gouvernance auxquels on est confronté. Par exemple, maintenant, on est confronté par rapport à tout ce qui est pandémie, donc tout ce qui est Covid 2019, qui nous pousse à faire de la continuité d'activité et ainsi de suite, qui doit être assurée. Donc, c'est un focus area. La cybersécurité, c'est un sujet qui est d'actualité. La transformation digitale et ainsi de suite. Le cloud computing, tout ce qui est protection des données à caractère personnel ou ce qu'on appelle le privacy et ainsi de suite. Le DevOps. Donc tout ça, c'est des domaines qui peuvent influencer la manière avec laquelle nous allons adopter les différents objectifs de gouvernance et de management. Là, les facteurs de conception dont on avait parlé, tout ça, c'est des facteurs de conception que vous pouvez voir à ce niveau-là et qui retracent d'une certaine manière, je dirais, tous les éléments qui peuvent influencer aussi la manière avec laquelle nous allons appliquer la gouvernance. Vous avez la stratégie d'entreprise, les objectifs d'entreprise, et ça, on va voir que les objectifs d'entreprise, ils ont été réduits. Donc, on ne parle plus de 17 objectifs d'entreprise, mais on va parler de 13 objectifs d'entreprise. Il y a je dirais, le profil de risque, donc de l'organisation. Donc, on parle aussi des différentes problématiques liées à l'information et à la technologie, les menaces auxquelles on est exposé selon notre secteur d'activité et ainsi de suite, les exigences en termes de conformité aussi, le rôle de l'IT, donc au sein de l'organisation, est-ce que c'est un rôle de support, est-ce que c'est un rôle stratégique, est-ce que c'est un rôle qui est, je dirais, donc important au sein de l'organisation ou est-ce que c'est juste un rôle de support, comme je disais tout à l'heure. On parle de modèle d'externalisation ou de sourcing.
Est-ce qu'on va utiliser du cloud? Est-ce qu'on va faire du insourcing ou de l'outsourcing et ainsi de suite? On parle aussi des méthodes d'implémentation de l'IT, donc de l'agilité, du DevOps. Est-ce qu'on va utiliser un modèle hybride entre tout ça? La taille de l'entreprise, tout ça, c'est des facteurs de conception qui vont influencer la manière avec laquelle on va utiliser les différents objectifs d'entreprise et les différents composants du système de gouvernance. Et puis, il y a la cascade des objectifs. Donc, ça n'a pas changé. Certes, les appellations, elles ont un peu changé, mais on reste toujours dans la même structure. Il faut savoir qu'il y a une matrice de correspondance qui est définie dans l'ouvrage qui est relatif aux objectifs de gouvernance et de management, qui nous permet d'arriver des éléments qu'on appelle les objectifs d'entreprise jusqu'à ce qu'on arrive aux objectifs de gouvernance ou de management. Donc, il y a une cascade des objectifs. On va y aller des objectifs d'entreprise qui sont au nombre de 13, qu'on va choisir sur la base de ce qu'on appelle les besoins des différentes parties intéressées, donc dont on avait parlé tout à l'heure, qui sont internes et externes. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait dire à ce niveau-là. Alors, par rapport à ces éléments, comme je le disais, l'un des aspects majeurs qu'on a ici, c'est cet élément dont on parle à ce niveau-là. Donc, il y a les objectifs d'entreprise qui sont définis dans des Balanced Scorecards, les BSC, donc ça, ou des tableaux de bord, ce qu'on appelle prospectifs, qu'on va décliner en objectifs d'alignement, donc ce qu'on appelle alignment goals. C'est ce qu'on appelait auparavant objectifs liés au TI. Là, on les appelle alignment goals. Et ça, ils sont au nombre de 13 aussi, définis dans des balanced scorecards. Et à partir de ces objectifs d'alignement, on va ressortir la liste des objectifs de gouvernance et de management aussi. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait dire à ce niveau-là. L'un des aspects aussi majeurs qui ont été introduits dans cette version, qui a changé par rapport à la version précédente, et je vais en parler très rapidement, c'est que à ce niveau-là, on parle de la gestion de la performance. Et je vous ai dit qu'au niveau de la gouvernance, il est très important de parler de l'aspect suivant, c'est-à-dire de parler de tout ce qui est ce qu'on appelle la performance, mais aussi mesurer ce qu'on appelle cette performance et mesurer aussi la conformité par rapport à tout ce qui est légal, réglementaire et contractuel. Alors, ce qu'il faudrait savoir, c'est que dans la version précédente, on se basait sur la norme 15504 qui est devenue par la suite l'ISO 33000, donc, et c'est ce que vous pouvez voir ici. Mais ce qui posait problème au niveau de la version précédente dans le cadre, c'est ce qu'on appelait le PAM, le Process Assessment Model, c'est qu'on n'évaluait que les aptitudes des processus, qu'on appelle les capabilities. Alors que dans cette nouvelle version, on se base sur le CMMI 2.0, mais on ne mesure pas seulement que les aptitudes des processus, mais on mesure aussi les aptitudes des différents composants du système de gouvernance, c'est-à-dire la structure organisationnelle, les aptitudes de l'information, les aptitudes de ce qu'on appelle donc des processus qu'on a mis en place, des personnes, de leurs compétences et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce qui est mesuré ici. Mais on mesure aussi la maturité de l'ensemble. Et là, en se basant sur le modèle CMMI, comme vous pouvez le voir ici. Donc ça, c'est pour les aptitudes, et ça va de 0 jusqu'à 5. Et là, c'est pour la maturité je dirais, ce qu'on appelle de l'ensemble des éléments, ce qu'on appelle les focus areas, dont on avait parlé tout à l'heure, où nous allons mesurer l'ensemble des éléments qui incluent ces focus areas, c'est-à-dire processus et l'ensemble des éléments associés qui va nous donner des niveaux de maturité qui vont aller de 0 jusqu'à 5. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait dire sur la gestion de la performance. Maintenant, l'impact des facteurs de conception. L'impact des facteurs de conception sur ce que nous allons implémenter, et c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, les facteurs de conception, ils auront forcément un impact sur les différentes priorités qu'on va avoir en termes
d'objectifs de gouvernance et de management. C'est sur les différents composants, d'accord? Je vous ai dit tout à l'heure, ben, une entreprise qui est une grande entreprise, ben, on ne va pas définir sa politique comme pour une petite structure, ce n'est pas la même chose, d'accord? Ce n'est pas la même démarche, d'accord? Les structures organisationnelles, ce n'est pas la même chose. Ben, vous n'allez pas retrouver, par exemple, un Chief Operating Officer dans une entreprise qui est constituée, je dirais, de 5 ou de 6 personnes. D'accord, ça, vous le retrouverez dans une structure qui est beaucoup plus importante et ainsi de suite. Les business executives et ainsi de suite, ben, vous n'allez pas les retrouver aussi. Ce qui fait que dans des petites structures, ben, vous allez trouver une personne qui va jouer plusieurs rôles et ainsi de suite. Ce qui fait que la structure organisationnelle ne sera pas la même. Et donc, c'est pour ça, ces facteurs, ils vont influencer la manière avec laquelle nous allons, je dirais, mettre en place notre, ce qu'on appelle système de gouvernance. Et puis, je dirais aussi les focus areas ou les domaines sur lesquels on va se focaliser et ainsi de suite, bah, qui vont d'une certaine façon influencer ces aspects-là, comme je disais tout à l'heure, si on veut adopter du DevOps, cybersécurité, pandémie et ainsi de suite, forcément, ça a une influence sur notre système de gouvernance qui est en place. Sachez que les entreprises actuellement, même celles qui adoptent un système de gouvernance, maintenant, tout ce qui est adoption du télétravail et ainsi de suite, ben, ce n'était pas aussi ponctué que ce qu'on a maintenant. Alors, s'il vous plaît, donc, si vous voulez, donc, si ça se coupe, veuillez vous reconnecter. On se reconnecte sur le même lien, comme ça, on assure la continuité. Malheureusement, j'ai dépassé le temps imparti. Donc, on se reconnecte juste après. Comme ça, donc, ça nous permettrait de continuer. Donc, si ça se coupe, veuillez vous reconnecter juste après. Comme ça, on traiterait le reste très rapidement. Donc, il ne vous reste pas grand-chose, mais je vous invite à vous reconnecter juste après ça va se couper. Maintenant, ce qui vient par la suite, c'est les phases et les étapes du processus de conception. Donc ça, c'est ce que nous allons voir ici. Donc là, c'est les étapes de conception. Ça passe par, je dirais, la compréhension du contexte de l'organisation. Ça passe aussi par ce qu'on appelle donc la définition donc je dirais donc de ce qu'on appelle du périmètre initial. Ensuite, on va redéfinir le périmètre ou le rendre plus, je dirais, ou se concentrer sur la partie la plus importante, c'est-à-dire on va revoir ce périmètre-là. Et puis, on va passer juste après à cet aspect, ce qu'on appelle relatif à la conception de ce système de gouvernance. Donc, les 7 étapes que vous voyez ici, ben, il y a 3 volets qui sont pris en charge. Il y a le premier volet qui est relatif à ce qu'on appelle, ce qu'on appelle le cercle en bleu, c'est le management de programme. Le deuxième élément, c'est l'accompagnement au changement. Et le troisième élément, c'est ce qu'on appelle l'amélioration continue. Donc ça, c'est les 7 étapes. Ça passe par la définition, donc quels sont les éléments de motivation, c'est-à-dire ce qu'on appelle les pain points et les triggers qui nous poussent à faire de la gouvernance. Et puis par la suite, par une évaluation de l'état des lieux, et puis par la suite, où nous voulons être par la suite, et puis par la suite, par la planification du programme, ensuite par l'exécution du programme et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce qui est fait à ce niveau-là. Donc ça, c'est ce qu'on fait ici, c'est ce qu'on adopte dans cette partie-là. Donc ça, c'est ce qu'il faudrait comprendre ici. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait dans la version précédente et qu'on a appliqué aussi dans cette nouvelle version. On a réappliqué les mêmes éléments, rien n'a changé à ce niveau-là. Et encore une fois, donc vous avez un guide par rapport à ça, donc qui décrit en détail ce qu'on appelle les étapes d'implémentation et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce que je pourrais dire ici, sans rentrer en plus de détails par rapport à ces éléments-là. Mais c'est ça les étapes d'implémentation qu'on avait dans la version 5 et qu'on a repris dans cette version qui est la version 2019. Alors, maintenant, pour tout ce qui est certification, il faut savoir qu'à ce niveau-là, pour cette version 2019, vous avez 3 certifications.
La première, c'est la certification Foundation, et je vais en parler juste après. La deuxième certification, c'est ce qu'on appelle la conception et l'implémentation, donc qui intègre les deux ouvrages dont on avait parlé tout à l'heure. Le premier qui est celui relatif à la conception et le deuxième qui est ce qu'on appelle l'implémentation. Dans la version précédente, on parlait de la certification Assessor et il y avait ce qu'on appelle la certification Implementation. Là, on a fait conception et implémentation dans une seule certification. Et vous avez donc la certification qui est relative à l'implémentation du framework NIST ou cybersécurité de NIST en adoptant COBIT 2019. Donc ça, c'est les trois certifications existantes pour ce qu'on appelle cette version qui est la version 2019 de COBIT. Alors maintenant, pour l'examen de certification. Alors l'examen de certification, ce qu'il faudrait comprendre pour le niveau Foundation, et je vais parler que du Foundation, c'est qu'à ce niveau-là, vous avez ce qu'on appelle l'examen. Donc, c'est un examen qui est composé de 75 questions. Donc, dans le COBIT 5 Foundation, on avait 50 questions. Là, c'est 75. Donc, COBIT 5 Foundation, on avait 40 minutes et on avait droit à 10 minutes de plus. Là, vous avez droit à 120 minutes. D'accord. Donc, ça veut dire que c'est plus lent et ainsi de suite. La documentation n'est pas autorisée. La surveillance, elle est faite à distance puisque vous passez l'examen sur la plateforme de l'ISACA. Et le coût de l'examen, donc c'est un examen que vous achetez directement auprès de l'ISACA à 175 $. Et pour réussir, dans la version précédente de COBIT 5 Foundation, pour réussir, il fallait avoir 50%. Là, il faut avoir 65%. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait dire à ce niveau-là. Maintenant, ce qu'il faudrait comprendre aussi par rapport à cet aspect-là, c'est que aussi les domaines qui sont traités, donc ça, c'est les différents domaines qui sont couverts au niveau de l'examen. Donc, on a d'une certaine manière le framework COBIT, bon, qui est, je dirais, donc l'introduction, bon, ce qu'on avait vu un peu, donc ça est couvert à 12%, les principes à 13%, donc les 9 principes dont on avait parlé, le business case, on n'en a pas discuté, mais c'est un volet qui est discuté, si je ne me trompe pas, dans le chapitre 9. Mais bon, c'est un volet qui est discuté, donc sur ce que c'est qu'un business case et ainsi de suite. Les composants du système de gouvernance, c'est à 30%. Ça, c'est ce qu'on appelait auparavant les facilitateurs. 7% pour l'aspect conception, sur la conception sur mesure du système de gouvernance. Les objectifs de gouvernance et de management, c'est à 23%. L'implémentation à 8% et 4% pour l'aspect, je dirais, donc performance management selon le CMMI. Alors, maintenant, pour ceux qui sont déjà certifiés COBIT 5 Foundation, on n'est pas obligé de passer l'examen de 2 heures, mais on peut faire l'examen, ce qu'on appelle le COBIT 2019 Bridge Exam. Alors, cet examen, donc, je dirais, donc, passerelle, si on veut dire, pour passer de la version 5 à la version 2019, bon, c'est un examen qui contient d'abord 20 questions au lieu de 75. C'est-à-dire, on va vous poser des questions beaucoup plus sur les différences, sur les nouvelles choses qu'on a au niveau de la version 2019 et qu'on n'a pas sur la version 5. La durée de l'examen, elle est de 40 minutes au lieu de 120 minutes. Et pour réussir l'examen, il faut avoir 75%. Donc, pour pouvoir réussir, plus de 75 et plus. Bon, la même chose, l'examen se passe à distance, document non autorisé, et le prix de l'examen, il est plus cher. Et vous le passez chez l'APMG, et l'APMG, donc, je pense que l'examen, il coûte dans les 220 $. Bon, mais c'est un examen qui est moins, je dirais, ce qu'on appelle, qui contient moins de questions, la durée, elle est moindre, et on vous pose les questions beaucoup plus sur les différences, puisque vous êtes déjà certifié Foundation, COBIT 5 Foundation, vous n'avez pas besoin d'aller au-delà de cet aspect. Donc ça, c'est ce que je pourrais dire sur ces différents éléments concernant COBIT et sur l'importance de COBIT 2019 dans le cadre de la gouvernance de l'information et des technologies de l'entreprise.
Je vous remercie. Bon, je suis à vous si vous avez des questions. Il faut savoir que nous avons aussi des cursus de formation à ce niveau-là. Donc, pour pouvoir, je dirais, vous former et vous certifier COVID 2019. Donc, vous pouvez nous consulter pour connaître les dates des futures sessions qui sont prévues à ce niveau-là.